Le 19 août 1978, une date que la famille Marchand ne pourra jamais oublier. Ce devait être le plus beau jour de la vie de Valérie, 23 ans, qui épousait Henri Laurent dans un élégant salon de réception près de la cathédrale de Reims. Mais quelque part entre 22h30 et 23h, sa jeune sœur Céline, 19 ans, a disparu sans laisser de traces. Pendant 25 ans, la famille a vécu avec cette question déchirante. Qu'est-il arrivé à Céline cette nuit-là? En 2003, lors de la démolition du vieux salon de réception abandonné depuis des années, des ouvriers ont fait une découverte qui a glacé le sang de toute la ville. Mais ce n'est pas cette découverte seule qui a résolu le mystère. C'est une simple photographie, oubliée dans un album depuis un quart de siècle, qui contenait un détail que personne n'avait remarqué. Un détail visible en arrière-plan, capturé par hasard, qui allait tout changer. Comment une jeune femme peut-elle disparaître au milieu d'une fête de mariage remplie d'invités? Pourquoi personne ne l'a vue partir? Et surtout, qu'est-ce que cette photo révèle vraiment sur les derniers moments de Céline Marchand? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des cas mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Reims, 1978. La ville champenoise respirait la prospérité dans ces années-là. Capitale mondiale du champagne, elle attirait touristes et hommes d'affaires du monde entier. Ses caves historiques, ses maisons de champagne prestigieuses et sa magnifique cathédrale gothique en faisaient une destination prisée. Mais derrière cette façade élégante, Reims restait une ville de taille moyenne, où tout le monde se connaissait, surtout dans certains quartiers. La famille Marchand vivait rue de Vesle, dans un immeuble bourgeois à quelques minutes à pied du centre-ville. Robert Marchand, 52 ans, dirigeait une entreprise de négoce de vin depuis plus de 20 ans. Pas des champagnes de grande maison, non, mais des vins de qualité qu'il vendait aux restaurants et aux particuliers de la région. C'était un travail honnête qui lui permettait de bien vivre sans ostentation. Sa femme, Michel, 49 ans, enseignait le français à l'école primaire du quartier Saint-Remy. Un couple stable, respecté dans le voisinage, qui avait élevé 2 filles dans des valeurs traditionnelles. Valérie, l'aînée, avait toujours été l'enfant modèle. Sérieuse, appliquée, elle avait suivi des études de secrétariat et travaillait depuis 4 ans comme assistante administrative chez Pommery, l'une des grandes maisons de champagne de la ville. C'est là qu'elle avait rencontré Henri Laurent, 26 ans, chef de cave adjoint chez Moët en Chandon. Leur relation était ce qu'on appelait alors un bon parti. 2 jeunes gens sérieux, issus de familles convenables, qui construisaient leur avenir avec méthode et prudence. Leur mariage, prévu pour le mois d'août, devait être l'événement de l'année pour les Marchands. Céline, elle, était différente. 4 ans séparaient les 2 sœurs, mais on aurait dit qu'elles venaient de 2 mondes distincts. Là où Valérie était ordonnée et prévisible, Céline était impulsive et rêveuse. Elle avait terminé son baccalauréat avec des résultats moyens en 1977 et s'était inscrite à l'école d'infirmière de l'hôpital de Reims. Elle aimait l'idée de soigner les gens, disait-elle, d'être utile. Mais ses parents savaient qu'elle avait aussi choisi cette voie, parce qu'elle voulait son indépendance, échapper à l'atmosphère parfois étouffante de la maison familiale. Céline mesurait 1,65 m, avait des cheveux châtains qui lui tombèrent sur les épaules et des yeux noisettes qui semblaient toujours observer quelque chose que les autres ne voyaient pas. Elle n'était pas d'une beauté spectaculaire, mais elle avait ce que les gens appelaient du charme, une présence qui attirait l'attention. Elle fumait en cachette de ses parents, écoutait Jacques Brel et Barbara, rêvait de voyager. En cette année 1978, elle venait de terminer sa première année d'études et travaillait comme serveuse dans un café près de la gare pour gagner un peu d'argent de poche. Les tensions dans la famille Marchand n'étaient pas inhabituelles pour l'époque. Robert et Michel s'inquiétaient pour Céline. Elle sortait tard, fréquentait des gens qu'ils ne connaissaient pas, parlait de partir vivre seule alors qu'elle n'avait que 19 ans. Il y avait aussi cette histoire avec un homme plus âgé, un représentant en fourniture médicale qui passait régulièrement à l'hôpital.
Michel l'avait croisé une fois au café où travaillait Céline. 35 ans, divorcé, une allure de séducteur qui ne lui plaisait pas. Céline avait ri quand sa mère lui en avait parlé, affirmant qu'ils étaient juste amis, mais le doute était resté. Le mariage de Valérie devait avoir lieu le samedi 19 août 1978. La cérémonie religieuse était prévue à 15 heures à la basilique Saint-Remi, suivie d'une réception au pavillon royal, un élégant salon de réception situé avenue de Laon, dans le quartier nord de la ville. Le bâtiment datait des années 20, un ancien hôtel particulier transformé en salle des fêtes, avec de hauts plafonds, des lustres en cristal et de grandes fenêtres donnant sur un jardin entouré de murs. C'était l'un des lieux les plus prisés pour les mariages à Reims. Les semaines précédant le mariage avaient été tendues. Valérie voulait que tout soit parfait et Céline semblait s'en moquer. Elle avait oublié 2 essayages de sa robe de demoiselle d'honneur, s'était disputée avec sa mère à propos de la coiffure qu'on lui imposait et avait même menacé de ne pas venir si on continuait à la traiter comme une enfant. Robert avait dû intervenir, élevant la voix comme il le faisait rarement, rappelant à Céline que ce jour était important pour sa sœur et qu'elle devait mettre ses caprices de côté. Céline avait fini par accepter, mais l'atmosphère était restée froide. Le vendredi 18 août, la veille du mariage, Céline était rentrée tard dans la nuit. Michel l'avait entendue monter l'escalier vers 2 heures du matin. Le samedi matin, quand elle était descendue pour le petit déjeuner, Céline avait les yeux rouges et semblait avoir pleuré. Mais quand sa mère lui avait demandé si tout allait bien, elle avait simplement répondu qu'elle était fatiguée et qu'elle allait prendre une douche. Personne n'avait insisté. Il y avait trop à faire, trop de derniers préparatifs. La cérémonie s'était déroulée sans incident. Céline avait joué son rôle de demoiselle d'honneur avec le sourire, même si ceux qui la connaissaient bien auraient pu remarquer que ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Sur les photos prises devant la basilique, elle apparaît légèrement en retrait, regardant ailleurs pendant que le photographe immortalisait les mariés. Mais c'étaient des détails que personne n'avait relevés sur le moment. La réception au pavillon royal avait commencé vers 17 heures. 120 invités, essentiellement de la famille et des collègues de travail des mariés. Le salon principal était décoré de fleurs blanches et roses, les tables disposées autour d'une petite piste de danse. Un orchestre de 4 musiciens jouait des standards de l'époque. Le champagne coulait à flots, comme il se devait pour un mariage rémois. L'atmosphère était joyeuse, chaleureuse, exactement ce que Valérie et Henri avaient espéré. Céline était assise à la table familiale, entre sa cousine Agnès et son oncle Daniel. Elle avait bu quelques coupes de champagne, mais ne semblait pas particulièrement ivre. Elle parlait peu, répondait poliment quand on lui adressait la parole, mais son esprit semblait ailleurs. Vers 20 heures, pendant le dîner, Pascal Garnier, un ami d'enfance qui avait grandi dans le même immeuble que les marchands, était venu lui parler. Il s'était éloigné dans un coin du salon, près des fenêtres donnant sur le jardin, et avait discuté une dizaine de minutes. Plusieurs invités les avaient vus, mais personne n'avait entendu leur conversation. Pascal raconterait plus tard qu'elle semblait préoccupée, qu'elle lui avait demandé s'il pensait qu'on pouvait vraiment changer sa vie du jour au lendemain. Il avait cru qu'elle parlait de ses études ou de ses projets de voyage. Vers 22 heures, alors que la soirée battait son plein et que les invités commençaient à danser, Céline s'était levée de table. Elle avait dit à sa cousine Agnès qu'elle avait besoin d'air frais, qu'elle étouffait un peu dans la salle. Rien d'alarmant. Il faisait chaud ce soir-là, même avec les fenêtres ouvertes. Agnès lui avait répondu de ne pas s'absenter trop longtemps, que le gâteau allait bientôt être coupé. Céline avait hoché la tête et s'était dirigée vers la sortie qui menait au jardin. C'était la dernière fois que quelqu'un l'avait vue. Pendant les minutes qui ont suivi le départ de Céline vers le jardin, personne ne s'est inquiété. La fête continuait. Les mariés dansaient, les invités riaient, le champagne circulait. Le pavillon royal avait un grand jardin à l'arrière, entouré de murs hauts d'environ 2,50 m, couverts de lierre. Il y avait quelques bancs en fer forgé, une petite fontaine décorative qui ne fonctionnait plus depuis des années, et plusieurs massifs de fleurs.
C'était un endroit agréable pour s'éloigner du bruit de la fête pendant quelques minutes. Vers 22h45, Agnès, la cousine de Céline, a commencé à se demander où elle était passée. Le gâteau allait être coupé d'une minute à l'autre. Elle est sortie dans le jardin pour la chercher, appelant son nom à voix basse pour ne pas déranger les autres invités. Le jardin était faiblement éclairé par quelques lanternes suspendues, mais il y avait aussi la lumière qui venait des fenêtres du salon. Agnès a fait le tour rapidement. Personne. Elle est rentrée, pensant que Céline était peut-être allée aux toilettes ou qu'elle discutait avec quelqu'un dans une autre partie du bâtiment. Le pavillon royal était disposé sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée comprenait le grand salon de réception, les cuisines et les toilettes. Le premier étage abritait 2 salons plus petits utilisés pour des événements privés ou comme salle d'attente. Le deuxième étage, lui, n'était presque jamais utilisé. C'étaient d'anciennes chambres de l'époque où le bâtiment était un hôtel particulier, transformé en espace de stockage. Le personnel gardait là du matériel, des chaises supplémentaires, des décorations. L'accès se faisait par un escalier étroit situé près des cuisines, et une porte était généralement fermée à clé pendant les réceptions. À 23h15, quand le gâteau a été apporté et que Céline n'était toujours pas revenue, Michel a commencé à s'inquiéter sérieusement. Elle a demandé à plusieurs invités s'ils l'avaient vue. Personne. Robert a interrogé le personnel du pavillon royal. La serveuse qui s'occupait du bar a dit qu'elle avait vu Céline sortir vers le jardin. Mais c'était tout. Le serveur qui fumait une cigarette près de l'entrée de service n'avait rien remarqué d'inhabituel. Valérie, la mariée, essayait de rester calme, mais on voyait bien qu'elle était contrariée. C'était son jour, et sa sœur disparaissait sans prévenir personne. Henri, le marié, a proposé de faire le tour du quartier avec quelques hommes, pensant que Céline était peut-être sortie marcher pour se calmer les nerfs. À cette époque, l'avenue de Laon était une artère assez fréquentée même le soir, avec plusieurs cafés et commerces. Ils ont cherché pendant une demi-heure. Rien. À minuit, Robert Marchand a pris la décision d'appeler la police. 2 agents sont arrivés vers minuit 30. Ils ont pris les déclarations, noté le signalement de Céline, 1,65 m, 60 kg, cheveux châtains mi-longs, yeux noisettes, portant une robe rose pâle de demoiselle d'honneur, des chaussures à talons beige. Les policiers ont inspecté le jardin avec leurs lampes torches, ont interrogé le personnel et quelques invités. Leur première impression, qu'ils n'ont pas cachée à la famille, était qu'il s'agissait probablement d'un départ volontaire. Une jeune fille de 19 ans qui s'ennuyait à un mariage, qui avait peut-être bu un peu trop, qui avait rejoint des amis ou un petit ami. Elle reviendrait probablement le lendemain matin avec une bonne excuse. Mais Michel savait que quelque chose n'allait pas. Céline pouvait être impulsive, certes, mais elle n'aurait jamais quitté le mariage de sa sœur sans prévenir personne, surtout en laissant son sac à main sur sa chaise. Oui, son sac était toujours là, avec ses clés de la maison, son porte-monnaie contenant quelques billets et sa carte d'identité. Une jeune femme qui part volontairement prend son sac. Toujours. Les policiers ont tout de même pris la disparition au sérieux et ont promis d'ouvrir une enquête dès le lendemain. La fête s'est terminée dans une atmosphère étrange, mélange de joie forcée et d'inquiétude grandissante. Les invités sont partis les uns après les autres, murmurant entre eux, lançant des regards compatissants à la famille Marchand. Valérie et Henri ont dû partir pour leur nuit de noces à l'hôtel qu'ils avaient réservé, mais personne ne doutait que ce devait être la pire nuit de leur vie. Le dimanche 20 août, l'enquête officielle a commencé. L'inspecteur Jean-Claude Fontaine, 42 ans, un homme méthodique avec 15 ans d'expérience à la police judiciaire de Reims, a pris le dossier en main. Il a immédiatement organisé une fouille complète du pavillon royal et de ses alentours. Une vingtaine de policiers ont passé au peigne fin le jardin, inspecté les poubelles, vérifié les regards d'égout de l'avenue de Laon. Ils ont également fouillé l'intérieur du bâtiment, y compris les étages supérieurs et la cave où étaient stockées les bouteilles et le matériel de nettoyage. Ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de lutte, aucun vêtement déchiré, aucune tache suspecte.
Le directeur du pavillon royal, M. Alphonse Mercier, 60 ans, qui gérait l'établissement depuis 25 ans, a fourni les clés de toutes les pièces. Il a expliqué que le deuxième étage était effectivement fermé pendant les réceptions, mais que la clé restait dans un tiroir du bureau de l'accueil, accessible au personnel. Cependant, personne n'avait de raison d'y monter ce soir-là. L'inspecteur Fontaine a interrogé tous les membres du personnel présent lors de la réception. 5 serveurs, 2 cuisiniers, un barman, une femme de ménage. Tous ont confirmé la même chose. Céline était sortie vers le jardin et personne ne l'avait revue ensuite. Le serveur qui fumait près de l'entrée de service, un jeune homme de 24 ans nommé Julien Vasseur, a précisé qu'il était sorti fumer vers 22h30 et était resté dehors jusqu'à environ 23h. L'entrée de service donnait sur une petite cour latérale, pas directement sur le jardin, mais il aurait pu voir si quelqu'un sortait du bâtiment par là. Il n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les invités ont été interrogés un par un dans les jours suivants. 120 personnes, 120 versions légèrement différentes de la même soirée. Certains avaient remarqué que Céline semblait triste ou préoccupée. D'autres, au contraire, affirmaient qu'elle avait l'air normale. Pascal Garnier, l'ami d'enfance qui avait parlé avec elle vers 20h, a raconté leur conversation en détail. Elle lui avait demandé s'il pensait qu'on pouvait vraiment recommencer sa vie ailleurs, si on pouvait laisser tout derrière soi. Il avait trouvé la question étrange, mais avait répondu que oui, bien sûr, que beaucoup de gens le faisaient. Elle avait souri tristement et avait dit quelque chose comme « Peut-être que tu as raison ». Rien de plus. La piste du représentant en fourniture médicale, l'homme plus âgé que Michel avait mentionné, a été rapidement explorée. L'inspecteur Fontaine l'a retrouvé et interrogé. Il s'appelait Claude Arnaud, 36 ans, divorcé effectivement, habitant à Épernay. Il a reconnu connaître Céline, avoir pris quelques cafés avec elle, mais a affirmé qu'il n'y avait rien de sérieux entre eux. Le soir du 19 août, il était chez lui avec sa fille de 8 ans, qu'il avait en garde ce week-end-là. Sa voisine a confirmé avoir vu la fillette jouer dans le jardin jusqu'à tard dans la soirée. L'alibi tenait. Les recherches se sont étendues au-delà de Reims. Des avis de recherche ont été diffusés dans toute la région Champagne-Ardenne, puis dans les régions limitrophes. La photo de Céline, prise lors du mariage quelques heures avant sa disparition, a été publiée dans les journaux locaux. Elle montrait une jeune femme au visage sérieux, les cheveux coiffés en chignon, portant sa robe de demoiselle d'honneur rose pâle. Plusieurs témoignages sont arrivés dans les semaines suivantes. Quelqu'un l'aurait vue à la gare de Reims le dimanche matin. Un autre à Paris, près de la gare du Nord. Une femme correspondant à sa description aurait demandé son chemin à Charleville-Mézières. L'inspecteur Fontaine a suivi chaque piste. Toutes se sont révélées être des erreurs d'identification. La théorie du départ volontaire restait la plus probable pour les enquêteurs. Céline avait 19 ans, un âge où beaucoup de jeunes rêvent de liberté. Elle avait des tensions avec sa famille, elle parlait de voyager. Peut-être avait-elle simplement profité de la confusion du mariage pour disparaître, commencer une nouvelle vie ailleurs. Cela s'était déjà vu. Dans les années 70, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de carte bancaire permettant de tracer les déplacements. Une personne déterminée pouvait disparaître relativement facilement. Mais cette théorie avait des failles. Où était-elle allée sans son sac? Comment avait-elle quitté le pavillon royal sans que personne ne la voie? Le jardin était entouré de murs. Il y avait bien un portail de service, mais il était fermé à clé, et le personnel avait confirmé qu'il n'avait pas été ouvert ce soir-là. Pour sortir, elle aurait dû passer par l'entrée principale du bâtiment, traverser le hall où se trouvait l'accueil, et personne ne l'avait vu faire cela. L'enquête a piétiné pendant des mois. À Noël 1978, le dossier était toujours ouvert, mais l'inspecteur Fontaine n'avait plus de nouvelles pistes à explorer. Il continuait à recevoir des appels de Robert Marchand chaque semaine, demandant s'il y avait du nouveau. La réponse était toujours la même. Non, malheureusement. Les années qui ont suivi ont été difficiles pour la famille Marchand. Robert a continué à diriger son entreprise de négoce de vin, mais son cœur n'y était plus. Ses employés racontaient qu'il restait parfois figé devant son bureau, le regard perdu,
comme s'il cherchait une réponse dans le vide. Il a engagé un détective privé en 1979, un ancien policier à la retraite qui promettait de retrouver les personnes disparues. Cet homme a pris son argent pendant 6 mois et n'a rien trouvé de plus que ce que la police avait déjà découvert. Michel a pris un congé de son poste d'enseignante pendant 1 an. Elle ne pouvait pas se concentrer, disait-elle, ne pouvait pas sourire aux enfants alors que sa propre fille avait disparu. Quand elle est retournée travailler en septembre 1979, ses collègues ont remarqué qu'elle avait vieilli de 10 ans. Elle ne parlait presque plus de Céline, mais gardait une photo d'elle sur son bureau, cette même photo du mariage qui avait été diffusée dans les journaux. Valérie et Henri ont déménagé à Épernay quelques mois après le mariage. Ils ne pouvaient plus vivre à Reims, expliquait-il, où chaque rue leur rappelait Céline. Mais la vérité était plus complexe. Valérie portait une culpabilité écrasante. Elle se reprochait d'avoir insisté pour que sa sœur soit demoiselle d'honneur, malgré leur dispute. Elle se demandait si Céline était partie à cause d'elle, si elle avait voulu gâcher son mariage. Ses pensées la rongeaient. Son mari, Henri, faisait de son bien pour la soutenir, mais lui aussi était hanté. Leur nuit de noces avait été passée à attendre des nouvelles et cette ombre planait sur leur couple. Le pavillon royal a continué à fonctionner normalement. Les mariages et réceptions se succédaient, mais dans le quartier, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient que l'endroit était maudit, qu'une jeune fille y avait disparu dans des circonstances étranges. Le nombre de réservations a légèrement diminué en 1979, puis s'est stabilisé. Monsieur Mercier, le directeur, était furieux de ces racontards. Il répétait à qui voulait l'entendre que la police avait fouillé chaque centimètre carré du bâtiment et n'avait rien trouvé, que la jeune fille était partie de son plein gré. Point final. En 1980, 2 ans après la disparition, un événement a ravivé l'espoir des marchands. Une jeune femme correspondante au signalement de Céline a été aperçue à Lyon par un touriste qui avait vu son avis de recherche des années auparavant. La police lyonnaise a été alertée, des vérifications ont été faites. Il s'agissait d'une autre personne, une étudiante lyonnaise qui ne ressemblait que vaguement à Céline. Robert et Michel ont fait le déplacement jusqu'à Lyon pour rien. Ce fut un coup terrible. Les années 80 ont passé lentement. L'inspecteur Fontaine a pris sa retraite en 1986. Avant de partir, il a rencontré une dernière fois Robert Marchand et lui a dit franchement ce qu'il pensait. Soit Céline avait refait sa vie ailleurs sous une nouvelle identité, soit quelque chose de tragique lui était arrivé ce soir-là, et son corps ne serait probablement jamais retrouvé. Robert avait hoché la tête, les larmes aux yeux, et était rentré chez lui. La vie continuait malgré tout. Valérie et Henri ont eu 2 enfants, un garçon en 1982 et une fille en 1985. Ils ne parlaient jamais de Céline devant les enfants, comme si cette partie de leur vie n'avait jamais existé. Mais la petite fille a été prénommée Céline, et tout le monde savait pourquoi. Robert a fermé son entreprise en 1992, à 66 ans. Il n'avait plus la force, disait-il. Michel était déjà à la retraite depuis 2 ans. Ils passaient leur journée dans leur appartement de la rue de Vesle, regardant les saisons passées. Michel avait conservé la chambre de Céline exactement comme elle était en août 1978. Les posters de Jacques Brel sur les murs, les livres d'infirmières sur l'étagère, le lit fait avec soin. Elle y entrait parfois, s'asseyait sur le bord du lit et pleurait en silence. Dans le quartier, les gens avaient fini par oublier. De nouvelles familles s'installaient, de nouveaux commerces ouvraient. L'histoire de Céline Marchand était devenue une de ces légendes urbaines que les anciens racontaient parfois, mais sans vraiment y croire. Une jeune fille qui avait disparu pendant un mariage, il y a longtemps, dans les années 70. On ne savait plus très bien ce qui s'était passé. Pascal Garnier, l'ami d'enfance qui avait parlé avec Céline le soir du mariage, était devenu professeur de mathématiques au lycée Roosevelt de Reims. Il pensait souvent à cette conversation, aux questions étranges qu'elle lui avait posées. Avec les années, il s'était convaincu qu'elle lui avait dit adieu ce soir-là, qu'elle avait déjà pris sa décision de partir.
Il se sentait coupable de ne pas avoir compris, de ne pas avoir alerté quelqu'un. Mais qu'aurait-il pu faire? Comment aurait-il pu deviner? Le pavillon royal, lui, commençait à montrer des signes de vétusté. Les années 90 ont été difficiles pour l'établissement. Monsieur Mercier était décédé en 1991 et son fils avait repris l'affaire sans vraiment avoir le cœur à cela. Les normes de sécurité se durcissaient. Les travaux de mise aux normes auraient coûté une fortune. En 1997, le pavillon royal a fermé ses portes définitivement. Le bâtiment a été mis en vente, mais aucun acheteur ne s'est présenté. Il est resté vide, les fenêtres condamnées par des planches, le jardin envahi par les mauvaises herbes. Robert Marchand est décédé en janvier 2002, à l'âge de 76 ans. Une crise cardiaque, ont dit les médecins. Un cœur brisé, pensait Michel. Il est mort sans savoir ce qui était arrivé à sa fille. À ses funérailles, Valérie a lu un texte qu'elle avait écrit, parlant de son père comme d'un homme qui n'avait jamais renoncé à chercher la vérité. Beaucoup de gens pleuraient dans l'église ce jour-là. Michel a continué à vivre seule dans l'appartement de la rue de Vesle. À 73 ans, elle était devenue une petite femme fragile qui sortait peu. Valérie venait la voir chaque week-end depuis Épernay, s'inquiétait pour sa santé, essayait de la convaincre de vendre l'appartement et de venir vivre près d'eux. Mais Michel refusait. Elle ne pouvait pas partir, disait-elle. Et si Céline revenait et ne trouvait personne? Personne ne parlait plus de Céline dans la famille. Les petits-enfants de Michel savaient vaguement qu'il y avait eu une tante qui avait disparu il y a très longtemps, mais c'était une histoire floue, sans détails, une tragédie familiale qu'on préférait oublier. Et puis, au printemps 2003, tout a changé. Un promoteur immobilier a finalement acheté le terrain où se trouvait le pavillon royal. Le bâtiment était trop délabré pour être rénové. Il fallait le démolir et construire un immeuble résidentiel moderne à la place. Les travaux de démolition ont commencé en avril 2003, 25 ans presque jour pour jour après la disparition de Céline Marchand. Le mardi 22 avril 2003, une équipe de 5 ouvriers travaillait à la démolition méthodique du pavillon royal. Ils avaient déjà enlevé les fenêtres, démonté les lustres, retiré tout ce qui pouvait être récupéré ou recyclé. Ce jour-là, ils s'attaquaient aux fondations et au sous-sol. Le bâtiment avait une cave spacieuse qui servait autrefois à stocker les bouteilles de champagne et de vin pour les réceptions. Elle s'étendait sous presque toute la surface du rez-de-chaussée. Vers 11 heures du matin, Bruno Lacroix, 43 ans, contremaître de l'équipe, est descendu dans la cave avec 2 de ses hommes pour évaluer l'état des murs porteurs. La cave était divisée en plusieurs sections par des cloisons en pierre. Certaines zones étaient encore encombrées de vieux meubles abandonnés, de caisses vides, de débris accumulés au fil des années. L'électricité avait été coupée depuis longtemps. Ils utilisaient donc des lampes portatives pour s'éclairer. Dans un coin reculé de la cave, derrière une vieille armoire métallique qui servait autrefois à ranger les nappes et le linge de table, Bruno a remarqué quelque chose d'inhabituel. Le sol en terre battée présentait un affaissement, comme si la terre avait été remuée puis s'était tassée avec le temps. Ce n'était pas énorme, peut-être 1 mètre carré, mais suffisamment visible pour qu'il le remarque. Il a appelé ses collègues pour leur montrer. Au début, ils ont pensé à un problème de canalisation, une fuite d'eau qui aurait fait s'affaisser le sol. Mais quand ils ont commencé à creuser pour vérifier, à environ 50 cm de profondeur, la pelle de l'un des ouvriers a heurté quelque chose de dur. Pas de la pierre, quelque chose de différent. Bruno a demandé à ses hommes d'arrêter et s'est agenouillé pour dégager la terre à la main. C'est là qu'il a vu le tissu. Du tissu rose pâle, partiellement décomposé mais encore reconnaissable. Et puis, en dégageant un peu plus, il a vu ce qui ressemblait à des os humains. Bruno s'est relevé immédiatement, a ordonné à tout le monde de sortir de la cave et a appelé la police depuis son téléphone portable. Les premiers policiers sont arrivés dans les 20 minutes. Ils ont sécurisé le périmètre, empêché quiconque d'entrer dans le bâtiment.
À 13 heures, une équipe de la police scientifique était sur place, ainsi qu'un médecin légiste de l'Institut médico-légal de Reims. Le commissaire Marc Delalande, 52 ans, chef de la police judiciaire de Reims, a pris personnellement en charge l'affaire. L'exhumation a été délicate et a pris plusieurs heures. Les experts travaillaient avec précaution, documentant chaque étape, prenant des centaines de photographies. Ce qu'ils ont découvert était un corps humain, enterré dans une position recroquevillée, enveloppé partiellement dans ce qui semblait être une bâche plastique transparente qui s'était désintégrée avec le temps. Le corps était dans un état de décomposition avancée, mais certains éléments étaient préservés, des vêtements, des chaussures, quelques cheveux. Le médecin légiste a pu déterminer rapidement qu'il s'agissait d'une jeune femme, probablement entre 18 et 25 ans au moment du décès. La robe rose pâle qu'elle portait était déchirée à plusieurs endroits. Les chaussures à talons beige étaient encore aux pieds. Il n'y avait pas de sac à main, pas de bijoux visibles, pas de pièces d'identité. Mais le commissaire Delalande n'avait pas besoin de pièces d'identité. Il avait 45 ans en 1978, il était jeune inspecteur à l'époque et il se souvenait parfaitement de l'affaire Céline Marchand. Une jeune fille disparue pendant un mariage, ici même, dans ce bâtiment. Une robe rose pâle de demoiselle d'honneur, des chaussures à talons beige. Il a immédiatement demandé à ce qu'on retrouve le dossier de cette disparition dans les archives. Le soir même, Michel Marchand a reçu la visite du commissaire Delalande et d'un officier de liaison victime. Ils lui ont annoncé avec précaution qu'un corps avait été retrouvé au pavillon royal et qu'il y avait de fortes chances qu'il s'agisse de sa fille. Des analyses ADN seraient nécessaires pour confirmer l'identification. Mais les vêtements correspondaient exactement. Michel n'a pas pleuré immédiatement, elle est restée assise dans son fauteuil, les mains tremblantes, et a simplement murmuré « Je savais qu'elle n'était pas partie, je l'ai toujours su. » Valérie est arrivée d'Épernay dans l'heure qui a suivi. Elle a trouvé sa mère dans un état second, incapable de parler. Le commissaire Delalande leur a expliqué que l'enquête était officiellement rouverte, que tout serait fait pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là en août 1978. Les analyses ADN, prélevées à partir d'une brosse à cheveux que Michel avait conservée pendant toutes ces années dans la chambre de Céline, ont confirmé l'identification en moins d'une semaine. Le corps retrouvé dans la cave du pavillon royal était bien celui de Céline Marchand. L'autopsie a révélé plusieurs éléments troublants. Céline était morte d'un traumatisme crânien sévère, probablement causé par une chute ou un coup violent à l'arrière de la tête. Il n'y avait pas de traces de violence sexuelle. Le médecin légiste a estimé que le décès était survenu entre 22 heures et minuit le 19 août 1978, ce qui correspondait au créneau horaire de sa disparition. Ce qui était étrange, c'était la manière dont le corps avait été enterré. Quelqu'un avait creusé un trou dans la cave, y avait déposé le corps enveloppé dans une bâche, puis avait recouvert le tout de terre. Ce n'était pas un travail rapide. Il fallait du temps, des outils, et surtout une connaissance du bâtiment. Quelqu'un qui savait que cette partie de la cave était peu fréquentée, que l'armoire métallique cachait cet endroit au regard. La nouvelle de la découverte s'est répandue comme une traînée de poudre à Reims. Les médias locaux en ont fait leur titre principal. Une jeune femme disparue depuis 25 ans, retrouvée enterrée dans la cave, de l'endroit même où elle avait été vue pour la dernière fois. Comment était-ce possible? Pourquoi la police n'avait-elle rien trouvé en 1978 lors de la fouille initiale? Le commissaire Delalande a dû organiser une conférence de presse pour répondre à ces questions. Il a expliqué que la cave avait effectivement été fouillée en 1978, mais pas de manière exhaustive. À l'époque, les enquêteurs cherchaient une jeune femme vivante qui aurait pu se cacher quelque part, pas un corps enterré. Ils avaient inspecté les zones accessibles, mais n'avaient pas déplacé tous les meubles et n'avaient certainement pas creusé le sol. Il n'y avait aucune raison de le faire. Toutes les pistes indiquaient un départ volontaire. Mais maintenant, 25 ans plus tard, il était évident que Céline n'était jamais partie. Elle était morte cette nuit-là, dans ce bâtiment, et quelqu'un l'avait enterrée dans la cave. La question était qui ?
L'enquête de 2003 a commencé par reprendre tous les éléments du dossier de 1978. Le commissaire Delalande a constitué une équipe de 6 inspecteurs dédiés à cette affaire. Ils ont retrouvé Jean-Claude Fontaine, l'inspecteur d'origine maintenant âgé de 67 ans, à la retraite depuis 17 ans. Il a accepté de les rencontrer et leur a fourni ses notes personnelles qu'il avait conservées. Fontaine leur a expliqué que 2 éléments l'avaient toujours dérangé dans cette affaire. Premier élément, le sac à main de Céline était resté sur sa chaise. Une jeune femme qui part volontairement emporte toujours son sac, toujours. Deuxième élément, personne ne l'avait vu quitter le bâtiment. Le jardin était entouré de murs, le portail de service était fermé à clé et elle n'était pas passée par l'entrée principale. Comment avait-elle disparu ? À l'époque, Fontaine avait conclu qu'elle avait peut-être escaladé le mur, aidée par quelqu'un de l'extérieur. Mais maintenant, avec la découverte du corps, cette théorie ne tenait plus. Les inspecteurs ont commencé à rechercher toutes les personnes présentes au mariage le 19 août 1978. 25 ans plus tard, certaines étaient décédées, d'autres avaient déménagé loin de Reims, mais beaucoup vivaient encore dans la région. Un par un, ils ont été convoqués pour de nouveaux interrogatoires. Pascal Garnier, le professeur de mathématiques qui avait parlé avec Céline ce soir-là, a été l'un des premiers interrogés. Il avait maintenant 46 ans, était marié et père de 3 enfants. Il a raconté exactement la même chose qu'en 1978. Céline lui avait posé des questions sur la possibilité de recommencer sa vie ailleurs. Elle semblait préoccupée, c'était tout. Mais cette fois, les inspecteurs ont creusé plus profondément. Pourquoi précisément lui avait-elle parlé ce soir-là? Quelle était la nature de leur relation? Pascal a expliqué qu'ils avaient grandi ensemble, dans le même immeuble. Ils étaient amis d'enfance, rien de plus. Céline lui parlait parfois de ses problèmes avec ses parents, de ses rêves de voyager. Il était comme un grand frère pour elle. Les inspecteurs ont vérifié son emploi du temps de cette soirée. Plusieurs témoins confirmaient l'avoir vu dans le salon de réception jusqu'à tard dans la nuit. Il ne pouvait pas avoir été impliqué. Claude Arnaud, le représentant en fourniture médicale qui avait fréquenté Céline, vivait maintenant à Strasbourg, où il avait refait sa vie. Il avait 59 ans, était remarié. Quand les inspecteurs l'ont contacté, il s'est montré coopératif. Il a répété son alibi de 1978. Il était chez lui, à Épernay, avec sa fille ce soir-là. Sa voisine de l'époque, maintenant âgée de 80 ans mais toujours lucide, a de nouveau confirmé. De plus, les relevés téléphoniques de l'époque, conservés dans les archives, montraient qu'il avait passé 2 appels depuis son domicile ce soir-là. Un à 20h15 et un autre à 23h45. Il était impossible qu'il ait été à Reims. Le personnel du pavillon royal présent ce soir-là a également été retrouvé et interrogé. Sur les 9 employés de 1978, 3 étaient décédés, 2 avaient de quitter la région et étaient introuvables, et 4 vivaient encore à Reims ou dans les environs. Julien Vasseur, le serveur qui fumait près de l'entrée de service, était maintenant gérant d'un restaurant à Reims. Il avait 49 ans. Il s'est souvenu de cette soirée, de la disparition de la jeune fille, du chaos qui avait suivi. Il a confirmé qu'il était sorti fumer vers 22h30 et était resté dehors environ 30 minutes. Il n'avait rien vu d'inhabituel. Les inspecteurs ont vérifié. Pendant ces 30 minutes, Céline était sortie dans le jardin et avait disparu. Julien était-il vraiment resté près de l'entrée de service tout ce temps? Il a affirmé que oui, mais 25 ans plus tard, qui pouvait en être sûr? Mais c'est une autre piste qui a vraiment fait avancer l'enquête. Une piste totalement inattendue qui est venue d'une source improbable. Une photographie. En mai 2003, 3 semaines après la découverte du corps, une femme nommée Françoise Dumont a contacté la police. Elle avait 52 ans, vivait à Châlons-en-Champagne et avait été invitée au mariage de Valérie et Henri en 1978. Elle était une collègue d'Henri, chez Moët-en-Chandon à l'époque. Elle avait gardé des photos du mariage dans un album et suite à la médiatisation de l'affaire, elle les avait ressorties. Sur l'une de ces photos, prise vers 22 heures selon ses souvenirs,
On voyait le salon de réception avec plusieurs invités en train de danser. Françoise avait voulu photographier l'ambiance générale, la joie de la fête. Mais en regardant attentivement la photo 25 ans plus tard, elle avait remarqué quelque chose dans le fond, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant parce qu'elle n'avait aucune raison de regarder cette partie de l'image. Les fenêtres du salon donnaient sur le hall d'entrée du pavillon royal. À travers ces fenêtres, en arrière-plan de la photo, on pouvait apercevoir une partie du hall et l'escalier qui menait aux étages supérieurs. Et sur cet escalier, légèrement flou mais visible, il y avait une silhouette. Une femme en robe claire qui semblait monter les escaliers. Françoise ne pouvait pas jurer que c'était Céline. La photo était trop floue pour distinguer les traits du visage. Mais la silhouette correspondait. Et surtout, cette personne montait vers les étages supérieurs, ceux qui étaient censés être fermés pendant les réceptions. Les inspecteurs ont fait analyser la photo par des experts en imagerie. Avec les technologies de 2003, beaucoup plus avancées qu'en 1978, ils ont pu améliorer la qualité de l'image, zoomer sur la silhouette. Le résultat était troublant. Il s'agissait bien d'une femme en robe rose pâle, correspondant à la description de la robe de demoiselle d'honneur de Céline. L'heure de la photo, calculée en fonction de la chronologie des autres clichés de Françoise Dumont, se situait entre 22h15 et 22h30. Cela changeait tout. Céline n'était pas sortie dans le jardin et disparue de là. Ou plutôt, si elle était sortie dans le jardin, comme l'avait dit sa cousine Agnès, elle était ensuite revenue dans le bâtiment et était montée à l'étage. Pourquoi? Pour rencontrer quelqu'un? Pour chercher quelque chose? Et qui était avec elle? Les inspecteurs ont réexaminé les plans du pavillon royal. Le deuxième étage, celui qui servait de stockage, avait un accès par l'escalier principal, près du hall, mais aussi un escalier de service qui descendait directement à la cave. Cet escalier de service était étroit, sombre, utilisé autrefois par les domestiques de l'hôtel particulier. En 1978, il servait au personnel pour transporter du matériel entre la cave et les étages, sans passer par les espaces de réception. Un scénario se dessinait. Céline était montée au deuxième étage pour une raison quelconque. Là, quelque chose s'était passé. Elle avait fait une chute ou bien quelqu'un l'avait frappée. Le traumatisme crânien avait causé sa mort. Puis, cette personne avait utilisé l'escalier de service pour descendre le corps jusqu'à la cave, avait creusé rapidement un trou et l'avait enterré. Tout cela pendant que la fête continuait au rez-de-chaussée, avec la musique, le bruit des conversations, personne ne remarquant rien. Mais qui? Qui aurait pu faire cela? Et pourquoi Céline était-elle montée au deuxième étage? Le commissaire Delalande a organisé une reconstitution au pavillon royal, ou plutôt sur ce qu'il en restait, puisque la démolition était suspendue depuis la découverte du corps. Ils ont mesuré les distances, chronométré le temps qu'il fallait pour descendre un corps par l'escalier de service, creuser un trou dans la cave. Avec 2 personnes, c'était faisable en 45 minutes à 1 heure. Avec une seule personne, c'était plus difficile, mais pas impossible, plutôt 1 heure et demie. Et pendant ce temps, la fête continuait. Personne ne s'inquiétait encore de l'absence de Céline. Les inspecteurs ont alors concentré leur attention sur une question cruciale. Qui avait accès au deuxième étage ce soir-là? La porte en haut de l'escalier principal était censée être fermée à clé. Monsieur Mercier, le directeur décédé en 1991, avait affirmé en 1978 que la clé restait dans un tiroir de l'accueil et que seul le personnel y avait accès. Ils ont retrouvé le fils de Monsieur Mercier, Christophe Mercier, 56 ans, qui avait brièvement géré le pavillon royal après la mort de son père avant de le fermer définitivement. Il se souvenait vaguement de cette histoire de disparition, mais il n'avait que 30 ans en 1978 et ne travaillait pas encore avec son père à cette époque. Il a néanmoins fourni aux enquêteurs des documents qu'il avait conservés, notamment des plans du bâtiment et d'anciennes photos. C'est en examinant ces documents qu'un inspecteur a remarqué quelque chose d'intéressant. Sur les plans originaux du bâtiment,
Datant de 1923, il y avait une petite pièce au deuxième étage, marquée comme « bureau privé ». Cette pièce n'était mentionnée sur aucun plan ultérieur. Christophe Mercier a expliqué que son père l'utilisait effectivement comme bureau privé jusqu'au milieu des années 70. Puis, il avait simplement fermé cette pièce et l'avait transformée en espace de stockage supplémentaire. Pourquoi Céline serait-elle montée spécifiquement à cet étage? Les inspecteurs ont interrogé de nouveau tous les témoins sur ce point. Est-ce que quelqu'un avait vu Céline parler avec un membre du personnel ce soir-là? Est-ce que quelqu'un lui avait donné rendez-vous là-haut? Les réponses étaient floues. 25 ans plus tard, les souvenirs se mélangeaient, les détails s'effaçaient. Mais Valérie, en repensant à cette soirée, s'est souvenue de quelque chose. Vers 22 heures, juste avant que Céline ne disparaisse, elle l'avait vu parler brièvement avec Julien Vasseur, le serveur. C'était une conversation rapide. Céline avait l'air d'écouter quelque chose, puis elle avait hoché la tête. Valérie n'y avait pas prêté attention sur le moment. Elle était occupée avec les invités. Mais maintenant, ce détail prenait une toute autre signification. Julien Vasseur a été convoqué pour un nouvel interrogatoire. Cette fois-ci dans un cadre beaucoup plus formel. Il a nié avoir parlé avec Céline ce soir-là, à part pour lui servir à boire. Mais Valérie était formelle. Elle les avait vus échanger quelques mots près du bar, vers 22 heures. Julien a fini par admettre que oui, peut-être qu'ils avaient échangé quelques mots, mais il ne se souvenait plus de quoi. C'était il y a 25 ans. Comment pouvait-il se rappeler d'une conversation banale avec une invitée? Les inspecteurs ont creusé dans le passé de Julien Vasseur. Il avait 24 ans en 1978, travaillait comme serveur au pavillon royal depuis 2 ans. Avant cela, il avait fait son service militaire, puis avait enchaîné plusieurs petits boulots. Rien de suspect. Après 1978, il avait continué à travailler au pavillon royal jusqu'à sa fermeture en 1997, puis avait ouvert son propre restaurant. Une vie normale. Mais en fouillant plus profondément, les inspecteurs ont découvert quelque chose d'intéressant. En 1981, Julien Vasseur avait été brièvement interrogé par la police dans le cadre d'une autre affaire, une agression d'une jeune femme près de la gare de Reims. Il avait été rapidement innocenté. Son alibi était solide. Mais le fait qu'il ait été soupçonné, même brièvement, attirait l'attention. Le commissaire de Lalande a décidé de mettre Julien Vasseur sous surveillance discrète pendant quelques semaines, espérant qu'il ferait un faux pas, qu'il contacterait quelqu'un, qu'il révélerait quelque chose. Mais Julien menait une vie parfaitement ordinaire. Il gérait son restaurant, rentrait chez lui le soir, passait le dimanche avec ses 2 fils adultes. Rien d'anormal. C'est alors qu'un autre élément est apparu, venant d'une direction totalement inattendue. Le médecin légiste, en réexaminant les vêtements de Céline qui avaient été conservés comme pièces à conviction, a trouvé quelque chose qui avait échappé au premier examen. Dans une poche intérieure de la robe, dissimulée sous le tissu décomposé, il y avait un petit morceau de papier, presque détruit par l'humidité et le temps, mais sur lequel on pouvait encore distinguer quelques mots écrits à la main. Les experts en graphologie et en restauration de documents se sont penchés sur ce fragment pendant des jours. Avec des techniques modernes d'imagerie infrarouge et de traitement numérique, ils ont réussi à reconstituer partiellement le message. On pouvait lire « 2 heures, bureau, personne ne, jamais ». C'était cryptique, incomplet, mais suffisant pour suggérer que Céline avait rendez-vous avec quelqu'un. Un rendez-vous secret, au 2e étage, dans ce bureau dont avait parlé Christophe Mercier. Mais avec qui? Et pourquoi ce rendez-vous s'était-il terminé en tragédie? En juin 2003, 2 mois après la découverte du corps, l'enquête semblait dans une impasse. Julien Vasseur restait le suspect le plus probable, mais il n'y avait aucune preuve concrète contre lui. Le message trouvé dans la poche de Céline ne permettait pas d'identifier avec qui elle avait rendez-vous. Les inspecteurs tournaient en rond. C'est alors que le commissaire de Lalande a eu une idée. Il a demandé à son équipe de retrouver absolument
tous les documents concernant le pavillon royal en 1978. Pas seulement les documents liés à l'enquête, mais aussi les registres de l'établissement, les factures, les contrats de travail, tout ce qui pouvait donner des informations sur qui travaillait là et qui avait accès au bâtiment. Christophe Mercier a fourni ce qui restait des archives de son père, des boîtes poussiéreuses remplies de vieux papiers qu'il gardait dans son grenier. Les inspecteurs ont passé des jours à éplucher ces documents. Contrat de travail, facture de fournisseurs, registre de réservation, plan de table pour les événements, tout. Et c'est dans ces documents qu'un jeune inspecteur nommé Thomas Blanc a trouvé quelque chose d'intéressant. Un contrat de travail signé en mars 1978 pour un poste de serveur temporaire. Le nom sur le contrat était Julien Vasseur, mais il y avait une note manuscrite dans la marge de la main de Monsieur Mercier, recommandé par MEG. Bon travailleur, discret, peut avoir accès au bureau si nécessaire pour rangement. MEG. Ces initiales ne disaient rien aux inspecteurs dans un premier temps. Mais en fouillant plus loin dans les documents, ils ont trouvé une correspondance entre Monsieur Mercier et un certain Michel Garnier, datée de février 1978. Michel Garnier était apparemment un vieil ami de Mercier, et il recommandait son neveu Julien pour un poste au pavillon royal. Michel Garnier. Le nom a tout de suite interpellé les inspecteurs. Garnier. Pascal Garnier, l'ami d'enfance de Céline. Y avait-il un lien familial? Ils ont vérifié. Michel Garnier était effectivement l'oncle de Pascal, le frère aîné de son père. Et Julien Vasseur était le cousin de Pascal du côté de sa mère, qui avait épousé un Vasseur. Cela signifiait que Julien Vasseur et Pascal Garnier étaient cousins, et tous les deux connaissaient Céline. Cette information n'était jamais apparue dans l'enquête de 1978, parce que personne n'avait pensé à établir ce lien. Pascal avait été interrogé en tant qu'ami de Céline, Julien en tant qu'employé du pavillon royal. Mais personne n'avait réalisé qu'ils étaient de la même famille. Les inspecteurs ont immédiatement convoqué Pascal Garnier pour un interrogatoire urgent. Pascal, visiblement nerveux, a d'abord nié connaître bien Julien. Ils étaient cousins éloignés, se voyaient aux réunions de famille, c'est tout. Mais quand on lui a montré les preuves, quand on lui a expliqué que son oncle Michel avait recommandé Julien pour le poste au pavillon royal, Pascal a fini par craquer. Il a demandé à parler à un avocat. Après consultation, il a accepté de raconter ce qu'il savait, en échange d'une certaine clémence. Ce qu'il a révélé a bouleversé toute l'enquête. Pascal a expliqué que Céline lui avait effectivement parlé ce soir-là, vers 20h, pendant le mariage. Mais leur conversation n'était pas celle qu'il avait racontée. Céline ne lui parlait pas de recommencer sa vie ailleurs. Elle lui parlait d'autre chose. Elle était enceinte. Céline était enceinte de 3 mois en août 1978. Elle ne l'avait dit à personne de sa famille. Elle était terrifiée de la réaction de ses parents, surtout de son père qui était strict et traditionnel. L'homme dont elle était enceinte était Claude Arnaud, le représentant en fourniture médicale. Il avait 36 ans, il était divorcé, et quand elle lui avait annoncé la nouvelle en juillet, il lui avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il avait déjà une fille à charge, qu'elle devait se débrouiller. Céline était désespérée. En 1978, une grossesse hors mariage était encore un scandale, surtout dans une famille bourgeoise comme les Marchands. L'avortement était légal en France depuis la loi Veil de 1975, mais Céline n'avait pas l'argent pour payer la procédure sans en parler à ses parents. Et elle avait peur. Terriblement peur. C'est là que Pascal était intervenu. Il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider, avait-il dit. Son cousin Julien avait des contacts, connaissait des gens qui pratiquaient des avortements discrets, même si légalement on pouvait le faire dans les hôpitaux. Céline était réticente, mais Pascal l'avait rassurée. Julien était de confiance, il arrangerait tout. Le soir du mariage, Céline avait parlé avec Pascal pour avoir confirmation que tout était organisé. Pascal lui avait dit que oui, Julien avait arrangé quelque chose, mais que ce ne serait pas ce soir, évidemment. Ils en reparleraient après le mariage. Mais Céline était dans un état de stress extrême. Elle ne dormait plus, ne mangeait presque plus.
Elle voulait régler ce problème au plus vite. Puis, vers 22 heures, Julien était venu la voir discrètement près du bar. Pascal ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais d'après ce que Julien lui a raconté plus tard cette nuit-là, il avait proposé à Céline de monter au 2e étage pour discuter tranquillement, loin du bruit de la fête. Il lui avait dit qu'il avait des informations à lui donner, un contact qui pourrait l'aider rapidement, peut-être même dès la semaine suivante. Céline avait accepté. Elle était sortie dans le jardin d'abord, pour reprendre son souffle, puis était revenue et avait discrètement monté l'escalier pendant que tout le monde dansait. Julien avait la clé de l'étage supérieur, son oncle Michel ayant arrangé pour qu'il puisse accéder à toutes les parties du bâtiment pour ses fonctions. Ce qui s'est passé ensuite, Pascal ne le savait pas avec certitude à l'époque. Mais vers 23h30, Julien l'avait trouvé dans la foule et lui avait murmuré d'un ton urgent « Il y a eu un problème, un accident, j'ai besoin de ton aide ». Pascal l'avait suivi jusqu'à l'escalier de service. Ils étaient montés au 2e étage. Et là, dans l'ancien bureau de M. Mercier, Pascal avait vu Céline allongée sur le sol, immobile, du sang dans ses cheveux. Julien, paniqué, lui avait expliqué que Céline s'était énervée quand il lui avait annoncé le prix de la procédure clandestine, qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas autant d'argent, qu'elle l'accusait de vouloir profiter d'elle. Il y avait eu une dispute. Céline avait voulu partir, s'était dirigée vers l'escalier. Julien l'avait rattrapée par le bras pour essayer de la calmer. Elle s'était débattue, il l'avait lâchée, et elle avait basculé en arrière, sa tête heurtant violemment le coin d'un bureau métallique. C'était un accident. Du moins, c'est ce que Julien affirmait. Pascal avait vérifié le pouls de Céline. Rien. Elle était morte. Ils avaient paniqué tous les deux. Appeler la police? Dire la vérité? Mais quelle vérité? Que Julien avait attiré une jeune fille au 2e étage pour lui parler d'un avortement clandestin. Même si c'était vraiment un accident, comment prouver cela? Et la famille Marchand, que penserait-il? Et la police? Julien avait dit à Pascal qu'il n'avait pas le choix. Il devait de faire disparaître le corps. La fête continuait en bas. Personne ne savait que Céline était montée à l'étage avec lui. S'ils agissaient vite, personne ne le saurait jamais. Elle serait juste une jeune fille qui avait disparu, qui était peut-être partie faire sa vie ailleurs. C'était mieux que la vérité, qui détruirait tout le monde. Julien irait en prison, Pascal serait complice, et la famille apprendrait que Céline était enceinte. Pascal, qui avait 23 ans à l'époque et était terrorisé, avait accepté. Ils avaient enveloppé le corps de Céline dans une vieille bâche en plastique qui se trouvait dans la pièce, puis l'avaient descendu par l'escalier de service jusqu'à la cave. C'était Julien qui avait eu l'idée d'enterrer le corps dans ce coin reculé de la cave, derrière l'armoire métallique. Il connaissait bien le bâtiment, savait que cet endroit était rarement visité. Ils avaient utilisé des outils de jardinage stockés dans la cave pour creuser un trou dans le sol en terre battue. Cela leur avait pris presque 1 heure. Pendant ce temps, en haut, la fête continuait. Personne ne remarquait leur absence. Julien était censé être dans les cuisines ou dehors en train de fumer. Pascal se déplaçait entre les invités, personne ne faisait attention à lui spécifiquement. Vers minuit, quand la famille a commencé à chercher Céline, Pascal et Julien avaient déjà terminé. Ils s'étaient rapidement lavés, avaient changé leurs vêtements tachés de terre contre des tenues de rechange que Julien gardait dans un vestiaire du personnel et étaient retournés à la fête comme si de rien n'était. Pascal a expliqué que ces 25 dernières années avaient été un enfer pour lui. Chaque jour, il pensait à Céline, à ce qu'ils avaient fait. Il voyait Michel Marchand dans le quartier, détruit de chagrin, et il ne pouvait rien dire. Il avait voulu parler, avait failli craquer 100 fois, mais Julien le rappelait toujours. S'il parlait maintenant, ce serait pire. Ils iraient tous les deux en prison, et pourquoi? Céline ne reviendrait pas. Autant laisser la famille penser qu'elle était partie faire sa vie ailleurs. Après les révélations de Pascal, les inspecteurs ont immédiatement arrêté Julien Vasseur. Cette fois-ci, face aux accusations précises de son cousin, Julien n'a pas pu nier. Il a demandé un avocat
et, après plusieurs jours de réflexion, a décidé de plaider coupable pour homicide involontaire et dissimulation de cadavre. Julien a confirmé la version de Pascal, avec quelques nuances. Il a insisté sur le fait que c'était vraiment un accident, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à Céline. Il voulait juste l'aider, avait-il dit. Il connaissait effectivement quelqu'un qui pratiquait des avortements, un ancien infirmier qui avait été radié de l'ordre mais continuait à exercer clandestinement. Julien touchait une petite commission pour chaque cliente qu'il lui amenait. C'était comme ça qu'il arrondissait ses fins de mois à l'époque. Quand Céline avait appris le prix, 800 francs, elle s'était effectivement énervée. Elle lui avait dit qu'il profitait de sa détresse, qu'elle avait cru qu'il voulait l'aider par gentillesse. Julien s'était défendu, avait dit que c'était le prix du marché, qu'il prenait des risques en organisant cela. La dispute s'était envenimée. Céline avait menacé de tout raconter à Pascal, de dire à sa famille ce que Julien faisait. C'est alors qu'elle avait voulu partir. Julien l'avait retenue, pas pour lui faire du mal, juste pour la raisonner. Et l'accident était arrivé. Julien a expliqué qu'il avait paniqué. Il savait que personne ne croirait à un accident. Une jeune fille de bonne famille, morte dans un endroit où elle n'était pas censée être, avec lui, alors qu'il parlait d'avortement clandestin. C'était sa parole contre rien. Il irait en prison de toute façon. Alors, il avait appelé Pascal, son cousin, la seule personne en qui il avait confiance, et ensemble, ils avaient fait disparaître le corps. Le procès de Julien Vasseur et Pascal Garnier a eu lieu en novembre 2004, 1 an et demi après la découverte du corps de Céline. L'affaire a fait les gros titres dans toute la France. Une jeune femme morte pendant un mariage il y a 26 ans, son corps retrouvé dans la cave, et 2 hommes qui avaient gardé le secret pendant toutes ces années. Julien a été condamné à 12 ans de prison pour homicide involontaire, dissimulation de cadavres et non-assistance à personne en danger. Le tribunal a considéré qu'il y avait eu effectivement un accident, mais que Julien portait une lourde responsabilité dans la mort de Céline, en l'ayant attirée dans un endroit isolé pour lui proposer un service illégal. Son comportement après les faits, enterrer le corps et mentir pendant 25 ans, a été lourdement sanctionné. Pascal Garnier a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour complicité de dissimulation de cadavres. Le tribunal a reconnu qu'il avait agi sous la pression et la panique, qu'il était jeune à l'époque, mais qu'il aurait dû parler au cours de toutes ces années. Le fait qu'il ait finalement coopéré avec la police, en 2003, a joué en sa faveur. Claude Arnaud, le père de l'enfant que portait Céline, a été cité comme témoin au procès. Il a confirmé leur relation, la grossesse, et le fait qu'il avait refusé de l'aider. Il n'a été inculpé de rien. Légalement, il n'avait commis aucun crime, mais son témoignage a été accablant. Cet homme de 62 ans devant le tribunal a dû reconnaître publiquement qu'il avait abandonné une jeune femme enceinte en détresse. Sa réputation a été détruite, son mariage aussi. Pour la famille Marchand, le verdict était amer. Michel, âgée de 75 ans au moment du procès, était présente chaque jour à l'audience. Elle a témoigné de ses 25 années d'incertitude, de cette torture de ne pas savoir. Quand le verdict a été prononcé, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit aux journalistes « Au moins, maintenant je sais, je peux enfin faire mon deuil ». Valérie, elle, était dévastée. Apprendre que sa sœur était enceinte, qu'elle était dans une telle détresse le soir de son mariage, et qu'elle, Valérie, était trop occupée à profiter de sa fête pour le remarquer, était insupportable. Elle a témoigné au procès, parlant de la culpabilité qu'elle portait depuis 26 ans, cette culpabilité qui maintenant était multipliée par 1000. Le corps de Céline a été rendu à la famille après la fin de l'enquête. Elle a été enterrée au cimetière du nord de Reims, à côté de son père Robert. Sur la pierre tombale, Michel a fait graver « Céline Marchand, 1959-1978. Notre fille, notre sœur, enfin retrouvée. » Françoise Dumont, la femme qui avait retrouvé la photographie dans son album, a été remerciée par la police pour sa contribution à l'enquête.
Sans cette photo, sans ce détail en arrière-plan qu'elle avait remarqué, l'enquête n'aurait peut-être jamais abouti. Elle a dit aux journalistes qu'elle avait ressorti ses vieux albums par curiosité, après avoir vu l'affaire aux informations, et que découvrir ce détail après 25 ans l'avait elle-même choquée. Le pavillon royal a été complètement démoli en 2005, après la fin des procédures judiciaires. Un immeuble résidentiel moderne a été construit à sa place. Il porte le nom de Résidence du Cèdre, en référence à un grand cèdre qui se trouvait dans le jardin et qui a été préservé lors de la construction. Les habitants de l'immeuble savent vaguement qu'un drame s'est passé là il y a longtemps, mais peu connaissent les détails. Michel Marchand est décédé en décembre 2008 à l'âge de 79 ans. Valérie a raconté que dans ces derniers mois, sa mère semblait enfin en paix. Elle avait obtenu des réponses, avait pu enterrer sa fille dignement, avait vu les responsables condamnés. Ce n'était pas le dénouement qu'elle aurait voulu, évidemment. Elle aurait préféré que Céline soit partie faire sa vie ailleurs, qu'elle revienne un jour. Mais au moins, l'incertitude était terminée. Pascal Garnier, après avoir purgé ses 2 ans de prison ferme, a quitté Reims. Il ne pouvait plus vivre dans cette ville où tout le monde le connaissait comme celui qui avait aidé à cacher le corps de Céline Marchand. Il a déménagé dans le sud de la France, a divorcé et a essayé de reconstruire sa vie loin de tout. Ses enfants ont pris leur distance avec lui. Le poids de son secret pendant 25 ans, puis la révélation publique, avait détruit sa famille. Julien Vasseur a été libéré en 2012 après avoir purgé 8 ans de sa peine de 12 ans avec réduction pour bonne conduite. Il vit aujourd'hui quelque part en province, sous un nom différent, essayant d'être oublié. Son restaurant de Reims a fermé pendant le procès. Il ne pouvait plus le gérer de prison, et personne ne voulait racheter un commerce associé à un tel scandale. L'affaire Céline Marchand est devenue un cas d'école dans les formations de police en France. Elle illustre l'importance de fouiller minutieusement les lieux de disparition, de ne jamais présumer qu'une personne est partie volontairement sans vérifier toutes les possibilités, et surtout de relier les différents éléments d'une enquête, même quand ils semblent indépendants. Si quelqu'un avait établi le lien familial entre Pascal et Julien en 1978, si quelqu'un avait fouillé plus minutieusement la cave, si la photo avait été examinée attentivement à l'époque, peut-être que la vérité aurait été découverte bien plus tôt. Mais la technologie de 1978 était limitée. Les bases de données croisées n'existaient pas. Les photos n'étaient pas examinées au pixel près. Et surtout, quand tout semblait indiquer un départ volontaire, pourquoi aurait-on cherché un corps enterré dans une cave ? Cette affaire rappelle aussi la réalité tragique des années 70 pour les jeunes femmes en détresse. Même après la légalisation de l'avortement en 1975, beaucoup de femmes se tournaient encore vers des solutions clandestines par peur, par manque d'argent ou par impossibilité d'en parler à leur famille. Céline Marchand était l'une d'entre elles. Et cette détresse l'a conduite ce soir-là au 2e étage du pavillon royal, où sa vie s'est brutalement terminée. Aujourd'hui, quand on parle de l'affaire Marchand à Reims, les anciens se souviennent. Ils se souviennent de cette jeune fille qui avait disparu pendant un mariage, de ses 25 années de mystère et de cette photo oubliée qui a tout changé. Une photo de fête, prise pour capturer un moment de joie, qui contenait dans un coin flou la clé d'une tragédie. Cette affaire nous montre à quel point un secret peut peser lourd et détruire des vies, non seulement celles de la victime, mais aussi celles de tous ceux qui sont touchés par le mensonge. 25 ans de silence, 25 ans où une famille a vécu dans l'incertitude la plus cruelle. Et tout cela parce que 2 hommes, dans un moment de panique, ont fait le mauvais choix. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous remarqué ce détail dans la photographie si vous l'aviez eu entre les mains en 1978 ? Pensez-vous que Pascal Garnier méritait sa peine ou était-il simplement une victime des circonstances ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas mystérieux.
Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce genre d'affaires troublantes. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire tragique.